Donc on va voir maintenant la distribution des diaclases dans l'espace. Donc pourquoi il est important de savoir décrire, quantifier cette distribution? Par exemple, lorsque vous travaillez sur un massif rocheux qui est fracturé, qui a plein de diaclases, pour caractériser sa stabilité, vous avez besoin de comprendre l'orientation préférentielle de ces diaclases et voir par exemple les plans préférentiels qui vont rompre et qui peuvent amener à des chutes de pierres, des chutes de blocs. Un autre exemple, c'est de mieux comprendre la formation des réservoirs fracturés. Donc pour mieux les comprendre, il faut savoir les décrire, savoir décrire la distribution des fractures, des diaclases dans ces réservoirs-là pour les exploiter au mieux. Donc on va voir maintenant quelques outils qui permettent de décrire la distribution des diaclases. Alors tout d'abord, il existe des relations, notamment dans les roches sédimentaires, entre l'épaisseur des couches, également leurs compétences, et la distance entre les fractures. Donc là, sur ces diagrammes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'épaisseur des couches en ordonnée et la distance entre les fractures en abscisse, avec à gauche une échelle normale et à droite un graphique similaire, mais avec une échelle log-log. Euh, pour ce qui est de la gauche, on a également deux lithologies différentes, des arénites qui correspondent à des sables consolidés et des calcaires. Et on voit qu'il existe une relation exponentielle pour ce qui est le graphique de gauche et qui se traduit par une relation linéaire dans un graphique log-log et qui est variable suivant les compétences, les lithologies. Donc on peut relier l'épaisseur des couches enfin la distance entre les fractures à l'épaisseur des couches. Ça se traduit bien sur le terrain. Vous avez ici une photo en haut à droite avec différentes couches d'épaisseurs différentes et de lithologies différentes. Ce sont des alternances entre des marnes et des calcaires. Donc les marnes, ce sont les niveaux plus sombres, les calcaires, ce sont les niveaux un peu plus clairs, orangés. Et on voit que dans les marnes, on n'a quasiment pas de diaclase, alors que dans les calcaires, on a des diaclases. Donc là, on voit l'importance de la compétence de la lithologie. Et on voit que dans les calcaires, pour les bancs les plus épais, on a des diaclases, mais qui sont un peu plus espacés que dans les bancs qui sont moins épais, comme je suis en train de vous souligner ici en rouge. Et ça, bien, c'est ce qu'on voit dans l'animation que vous avez ici en bas à gauche, avec des diaclases qui se forment dans les niveaux plus compétents calcaires, et puis avec un espacement qui est plus important pour les bancs les plus épais. Alors, outre ces relations qu'on a pu observer entre épaisseur des bancs et puis distance des diaclases, on peut aussi s'intéresser à la distribution des orientations préférentielles, et pour ça, on peut utiliser différents outils. Et un outil que vous commencez à connaître, c'est les projections stéréographiques. Donc on peut par exemple mesurer des dizaines, voire plusieurs dizaines de diaclases dans un massif rocheux, mesurer en termes d'orientation, direction, épandage, et le représenter dans un stéréo. Alors plutôt que représenter les grands cercles, c'est-à-dire les plans de toutes ces mesures, ça va surcharger votre stéréo. En général, on représente plutôt les pôles, c'est-à-dire la normale au plan. Donc par exemple ici, vous avez tous les petits points noirs qui sont des pôles de mesure de diaclase. Et là, si je regarde si je vous trace le plan moyen associé à toutes ces mesures, on a probablement quelque chose qui est orienté nord-ouest-sud-est et qui pend quelque part vers le nord-ouest. Direction nord-est-sud-ouest, pardon, et un pendage plutôt vers le nord-ouest. Et on a bien le pôle ici avec 90 degrés. Voilà. Donc, outre cette interprétation moyenne, on voit qu'il y a une représentation sous forme de densité avec des gradients de couleurs qui vous dit simplement plus c'est sombre, plus vous avez de points sur une surface donnée. Donc, ces diagrammes de densité nous permettent, lorsqu'on a beaucoup de mesures, de faire ressortir les directions préférentielles et c'est beaucoup plus lisible que représenter des dizaines, voire des centaines de plans de grands cercles. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser. L'autre outil qu'on utilise pour décrire la distribution préférentielle des fractures des diaclases dans les roches, c'est les diagrammes de Rose. Donc là, on s'intéresse préférentiellement à la direction des diaclases et on va les représenter avec ce type de diagramme. Ce type de diagramme, c'est une espèce de camembert avec nord, est, sud, ouest. Camembert qui est divisé en un certain nombre de sections.
Et chacune des sections, il y a un gradient depuis le centre vers l'extérieur. Et le cercle extérieur correspond soit à 100%, si vous travaillez en pourcentage, soit au maximum de mesure. Et ensuite, les cercles inférieurs correspondent à une graduation de 0 au centre vers l'extérieur, qui est le maximum ou qui est 100%. Donc par exemple, si on a ce genre de mesure, on a fait 10 mesures de diaclase avec une direction qui est nord, nord, nord-est, 8 mesures avec une direction qui est nord, nord-est, nord-est, 2 mesures avec une direction ouest, nord-ouest, nord-ouest, et 6 mesures avec une direction sud, sud-ouest, sud-ouest. Eh bien, qu'est-ce que ça donne en termes de représentation? Ben, ça donne quelque chose comme ça, où on a donc la direction, le nombre de mesures maximales qui est 10, donc correspond au cercle extérieur, et pour la direction nord-nord-est, nord-nord-nord-est, donc ce qui correspond à celle-ci, vous voyez qu'on atteint le bord extérieur, donc ici on a 10 mesures. Pour ce qui est 8 mesures de direction nord-nord-est, nord-est, donc nord-nord-est, nord-est, c'est celui-ci, eh bien on atteint le cercle à 8, puisque les graduations c'est de 2 en 2. Et ainsi de suite. Et donc ça vous permet de visualiser assez rapidement les directions préférentielles de vos diaclases. Alors, outre ces mesures, ces représentations, on peut aussi calculer certains paramètres comme le rapport entre la déviation standard de l'espacement entre vos fractures et l'espacement moyen entre ces fractures. Et le rapport entre ces deux valeurs vous décrit un peu si vous avez un espacement régulier, aléatoire ou en foyer, en cluster de vos fractures. Lorsque ce paramètre, donc CV, est inférieur à 1, le cas qui est situé en haut de ce graphique, vous avez un espacement régulier de vos fractures. S'il est égal à 1, vous avez un espacement qui est aléatoire. Et s'il est supérieur à 1, vous avez plutôt un espacement qui est sous forme de cluster, de foyer, donc des fractures, des diaclases qui sont concentrées à des endroits particuliers. Donc ça permet aussi de décrire l'état de fracturation, l'orientation, la distribution des diaclases dans un massif rocheux qui vous intéresse. L'autre moyen de décrire un peu cette distribution, c'est aussi de faire des cartes de densité. Donc sur une zone donnée, on va mesurer toutes les diaclases et on va rapporter le nombre de diaclases à une surface au nombre de diaclases par mètre carré. Donc par exemple sur cette zone d'étude, plus c'est jaune, plus vous avez un nombre de diaclases important, et plus c'est bleu sombre, moins vous avez de diaclases importants pour 2 sites d'études. Et puis en parallèle, vous avez les diagrammes de rose qui vous indiquent la direction moyenne préférentielle de vos diaclases. Donc on voit que là, il y a préférentiellement une famille qui ressort, qui est plutôt du nord, nord-est, sud, sud-ouest. Donc voilà un autre outil qui permet de décrire un peu l'état de fracturation d'un massif, la densité des diaclases. Alors quelques exemples d'applications. Je vous présente les travaux réalisés par l'équipe de Yves Géraud, qui est professeur à la ENG, que vous aurez l'occasion d'avoir au cours de votre scolarité. Donc l'équipe de Yves Géraud s'intéresse beaucoup aux réservoirs fracturés, en particulier dans les roches magmatiques et métamorphiques, puisque ce sont des roches qui sont de plus en plus intéressantes en termes de réservoirs, que ce soit réservoir en eau pour la géothermie ou réservoir en gaz et pétrole. Donc pour bien comprendre ce type de réservoir, l'équipe de UGEO s'intéresse à des analogues où on a des affleurements. Donc par exemple ici un granit dans le golfe d'Aden, pour lequel ils ont cartographié dans le détail la fracturation, les diaclases. Donc vous avez des grandes failles en traits sombres et puis des diaclases en traits plus fins. Et donc ils se sont intéressés à mesurer la longueur et l'orientation de ces diaclases. Et donc ils se sont aperçus qu'il y existait une relation entre le nombre de diaclases et leur longueur. C'est ce que vous avez ici à gauche. En abscisse, vous avez le nombre cumulé de diaclases par unité d'air, et en ordonnée, vous avez leur longueur. Alors les deux, attention, sont en échelle log-log, et on voit qu'on a des relations qui existent, et donc qui permettent de décrire un peu la distribution des longueurs de diaclases.
Et puis pour ce qui est des directions, c'est ce que vous avez à gauche. Vous avez un diagramme de fréquence qui vous donne la fréquence en ordonnée en fonction de la direction entre 0 et 180 en abscisse. Et on s'aperçoit qu'il y a des directions préférentielles qui ressortent au niveau de l'orientation de vos diaclases. Donc tout ça permet de mieux comprendre ce type de réservoir structuré. Et un exemple d'intérêt, c'est ce que vous avez sur ce schéma-là. Donc sur ce schéma, vous avez en profondeur une roche métamorphique, on appelle ça cristalline, métamorphique ou magmatique, qui a été mise à l'air libre à un moment donné, qui a été fracturée, par exemple lors de l'exhumation, fracturée, altérée. Et suite à un épisode de sédimentation postérieure, vous avez les couches grises et jaunes qui se sont déposées par-dessus, qui sont riches en matière organique. Cette matière organique a généré des fluides, fluides qui ont migré vers la roche cristalline, qui était fracturée, altérée, qui donc représentait un bon réservoir, qui ensuite peut être exploité en termes d'intérêt économique. Voilà.